Bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très heureuse parce que je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre qui est Aphrodite de Pierre Louys. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je continue donc cette lecture. Nous en sommes au livre 3e. Qu'en pense notre ami, dit Phrasilas, de sa voix frêle. Je me sens parfaitement heureux, répondit Timon. Je n'ai jamais compris si clairement que ce soir la mission suprême de la femme. Et qu'est-elle ? Se prostituer, avec ou sans art. C'est une opinion. Phrasilas, encore un coup, nous savons qu'on ne peut rien prouver. Bien plus, nous savons que rien n'existe et que cela même n'est pas certain. Ceci dit, pour mémoire et afin de satisfaire à ta célèbre manie, permets-moi d'avoir une thèse à la fois contestable et rebattue, comme elles le sont toutes, mais intéressante pour moi, qui l'affirme, et pour la majorité des hommes qui la nient. En matière de pensée, l'originalité est un idéal encore plus chimérique que la certitude. Tu n'ignores pas cela. Donne-moi du vin de Lesbos, dit Céso à l'esclave, il est plus fort que l'autre. Je prétends, reprit Timon, que la femme mariée, en se dévouant à un homme qui la trompe, en se refusant à tout autre, ou en ne s'accordant que de rares adultères, ce qui revient au même, en donnant le jour à des enfants qui la déforment avant de naître et l'accaparent quand ils sont nés. Je prétends qu'en vivant ainsi, une femme perd sa vie sans mérite et que le jour de son mariage, la jeune fille fait un marché de dupes. Elle croit obéir à un devoir, dit Nocrates sans conviction. Un devoir ? Et envers qui ? N'est-elle pas libre de régler elle-même une question qui la regarde seule ? Elle est femme, et en tant que femme, elle est généralement peu sensible au plaisir intellectuel. Merci. Et non contente de rester étrangère à la moitié des joies humaines, elle s'interdit par le mariage l'autre face de la volupté. Ainsi, une jeune fille peut se dire, à l'âge où elle est, en toute ardeur, je connaîtrai mon mari plus 10 amants, peut-être 12, et croire qu'elle mourra sans avoir rien regretté. 3000 femmes, pour moi, ce ne serait pas assez le jour où je quitterai la vie. Tu es ambitieux, dit Chrysis. Mais de quel encens, de quel verre doré, s'écria le doux Philodème. Ne devons-nous pas louer à jamais les bienfaisantes courtisanes ? Grâce à elles, nous échappons aux précautions compliquées, aux jalousies, aux stratagèmes, au battement de cœur de l'adultère. Ce sont elles qui nous épargnent les attentes sous la pluie, les échelles branlantes, les portes secrètes, les rendez-vous interrompus et les lettres interceptées et les signaux mal compris. Ô chère tête que je vous aime, avec vous, point de siège à faire. Pour quelques petites pièces de monnaie, vous nous donnez, et au-delà, ce qu'une autre saurait mal nous accorder comme une grâce après les 3 semaines de rigueur. Pour vos âmes, éclairer l'amour n'est pas un sacrifice. C'est une faveur égale qu'échangent 2 amants. Aussi les hommes, aussi les sommes qu'on vous confie ne servent pas à comprendre vos inappréciables tendresses, mais à payer au juste prix le luxe multiple et charmant dont, par une suprême complaisance, vous consentez à prendre soin, et où vous endormez chaque soir nos exigeantes voluptés. Comme vous êtes innombrables, nous trouvons toujours parmi vous et le rêve de notre vie et le caprice de notre soirée. Toutes les femmes, au jour le jour, des cheveux de toutes les nuances, des prunelles de toutes les teintes, des lèvres de toutes les saveurs. Il n'y a pas d'amour sous le ciel, ni si pur que vous ne sachiez feindre, ni si rebutant que vous n'osiez proposer. Vous êtes douce. Aux disgracieux, consolatrices, aux affligés, hospitalière à tous, et belle, et belle. C'est pourquoi je vous le dis, Chrysis, Bacchis, Céso, Faustine, c'est une juste loi des dieux qui décerne aux courtisanes l'éternel désir des amants et l'éternelle envie des épouses vertueuses. Les danseuses ne dansaient plus. Une jeune acrobate venait d'entrer qui jonglait avec des poignards et marchait sur les mains entre des lames dressées. Comme l'attention des convives était tout entière attirée par le jeu dangereux de l'enfant, Timon regarda Chrysis
et peu à peu, sans être vu, il s'allongea derrière elle jusqu'à la toucher des pieds et de la bouche. « Non, disait Chrysis à voix basse, non, mon ami. » Mais il avait glissé son bras autour d'elle par la fente large de sa robe et il caressait avec soin la belle peau brûlante et fine de la courtisane couchée. « Attends, supplia-t-elle, ils nous découvriront. Bacchis se fâchera. » Un regard suffit au jeune homme pour le convaincre qu'on ne l'observait pas. Il s'enhardit jusqu'à une caresse après laquelle les femmes résistent rarement quand elles ont permis qu'on aille jusque-là. Puis, pour éteindre par un argument décisif les derniers scrupules de la pudeur mourante, il mit sa bourse dans la main qui se trouvait par hasard ouverte. Chrysis ne se défendit plus. Cependant, la jeune acrobate continuait ses tours subtils et périlleux. Elle marchait sur les mains, la jupe retournée, les pieds pendants en avant de la tête, entre des épées tranchantes et de longues pointes aiguës. L'effort de sa posture scabreuse et peut-être aussi la peur des blessures faisaient affluer sur ses joues un sang chaleureux et foncé qui exaltait encore l'éclat de ses yeux ouverts. Sa taille se pliait et se redressait. Ses jambes s'écartaient comme des bras de danseuse. Une respiration inquiète animait sa poitrine nue. « Assez, dit Chrysis d'une voix brève. Tu m'as énervé, rien de plus. Laisse-moi, laisse-moi. » Et au moment où les deux Éphésiennes se levaient pour jouer, selon la tradition, la fable d'Hermaphrodite, elle se laissa glisser du lit et sortit fébrilement. Racotis. La porte à peine fermée, Chrysis appuya la main sur le centre enflammé de son désir, comme on presse un point douloureux pour atténuer des élancements. Puis elle s'épaula contre une colonne et tordit ses doigts en criant tout bas. Elle ne saurait donc jamais rien. À mesure que les heures passaient, l'improbabilité de sa réussite augmentait, éclatait pour elle. Demander brusquement le miroir, c'était un moyen bien osé de connaître la vérité, au cas où il eût été pris. Elle attirait tous les soupçons pour elle et se perdait d'autre part. Elle ne pouvait plus rester là sans parler. C'était par impatience qu'elle avait quitté la salle. Les maladresses de Timon n'avaient fait qu'exaspérer sa rage muette jusqu'à une surexcitation tremblante qui la força d'appliquer son corps contre la fraîche colonne lisse et monstrueuse. Elle pressentit une crise et eut peur. Elle appela l'esclave Arietas. « Arétias, garde-moi mes bijoux, je sors. » Et elle descendit les 7 marches. La nuit était chaude. Pas un souffle dans l'air n'éventait sur son front ses lourdes gouttes de sueur. La désillusion qu'elle en eût accrue son malaise et la fit désillusion qu'elle en accrut son mal, qu'elle en eut, accrut son malaise et la fit chanceler. Elle marcha en suivant la rue. La maison de Bacchis était située à l'extrémité de Brouquion, sur la limite de la ville indigène. Racotis, énorme bouge de matelots et d'égyptiennes. Les pêcheurs, qui dormaient sur les vaisseaux à l'ancre pendant à l'accablante chaleur du jour, venaient passer là leur nuit jusqu'à l'aube et laissaient pour une ivresse double aux filles et aux vendeurs de vin le prix des poissons de la veille. Chrysis s'engagea dans les ruelles de cette subure alexandrine, pleine de voix, de mouvements et de musique barbare. Elle regardait furtivement par les portes ouvertes, les salles empestées par la fumée des lampes où s'unissaient des couples nus. Au carrefour, sur des tréteaux bas rangés devant les maisons, des paillasses multicolores criaient et fluctuaient dans l'ombre sous un double poids humain. Chrysis marchait avec un trouble. Une femme sans amant la sollicita. Un vieillard lui tâta le sein. Une mère lui offrit sa fille. Un paysan, béat, lui baisa la nuque. Elle fuyait dans une sorte de crainte rougissante. Cette ville étrangère dans la ville grecque était pour Chrysis pleine de nuit et de danger. Elle en connaissait mal l'étrange labyrinthe, la complexité des rues, le secret de certaines maisons. Quand elle s'y hasardait, de loin en loin, elle suivait toujours le même chemin direct vers une petite porte rouge. Et là, elle oubliait ses amants ordinaires dans l'étreinte infatigable d'un jeune ânier aux longs muscles qu'elle avait la joie de payer à son tour. Mais ce soir-là, sans même avoir tourné la tête, elle se sentit suivre par un double pas. Elle pressa vivement sa marche. Le double pas se pressa de même. Elle se mit à courir, on courut derrière elle. Alors, affolée, elle prit une autre ruelle, puis une autre en sens contraire,
puis une longue voix qui montait dans une direction inconnue. La gorge sèche, les tempes gonflées, soutenues par le vin de Bacchis, elle fuyait ainsi, tournait de droite à gauche, toute pâle, égarée. Enfin, un mur lui barra la route. Elle était dans une impasse. À la hâte, elle voulut retourner en arrière, mais 2 matelots aux mains brunes lui barrèrent les 3 passages. « Où vas-tu, fléchette d'or » dit l'un d'eux en riant. « Laissez-moi passer. »« Hein, tu es perdue, jeune fille ? Tu ne connais pas bien Racotis, dis donc. Nous allons te montrer la ville. » Et ils la prirent tous les 2 par la ceinture. Elle cria, se débattit, lança un coup de poing, mais le second matelot lui saisit les 2 mains à la fois dans sa main gauche et dit seulement « Tiens-toi tranquille, tu sais qu'on n'aime pas les Grecs ici. Personne ne viendra t'aider. »« Je ne suis pas grec. Tu mens, tu as la peau blanche et le nez droit. Laisse-toi faire si tu crains le bâton. » Chrysis regarda celui qui parlait et soudain lui sauta au cou. « Je t'aime, toi. Je te suivrai, dit-elle. Tu nous suivras tous les 2. Mon ami en aura sa part. Marche avec nous, tu ne t'ennuieras pas. » Où la conduisait-il ? Elle n'en savait rien, mais ce second matelot lui plaisait par sa rudesse, par sa tête de brute. Elle le considérait du regard imperturbable par le regard imperturbable qu'ont les jeunes chiennes devant la viande. Elle pliait son corps vers lui pour le toucher en marchant. D'un pas rapide, ils parcoururent des quartiers étranges, sans vie, sans lumière. Chrysis ne comprenait pas comment ils trouvaient leur chemin dans ce dédale nocturne d'où elle n'aurait pu sortir seule, tant les ruelles en étaient bizarrement compliquées. Les portes closes, les fenêtres vides, l'ombre immobile l'effrayait. Au-dessus d'elle, entre les maisons rapprochées, s'étendait un ruban de ciel pâle, envahi par le clair de lune. Enfin, ils rentrèrent dans la vie. À un tournant de rue, subitement, 8, 10, 11 lumières apparurent, portes éclairées, où se tenaient accroupies de jeunes femmes nabatéennes, entre 2 lampes rouges qui éclairaient d'en bas leurs têtes chaperonnées d'or. Dans le lointain, ils entendaient grandir un murmure d'abord, puis un retentissement de chariots, de ballots jetés, de pas d'âne et de voix humaines. C'était la place de Racotis où se concentraient, pendant le sommeil d'Alexandrie, toutes les provisions amassées pour la nourriture de 900 000 bouches en plein jour. Ils longèrent les maisons de la place entre des monceaux verts, légumes, racines de loto, fèves luisantes, paniers d'olives. Chrysis, dans un tas violet, prit une poignée de mûres et les mangea sans s'arrêter. Enfin, ils arrivèrent devant une porte basse et les matelots descendirent avec celle pour qui on avait volé les vraies perles de l'Anadiomène. Une salle immense était là. 500 hommes du peuple, en attendant le jour, buvaient des tasses de bière jaune, mangeaient des figues, des lentilles, des gâteaux de sésame, du pain d'Olyra. Au milieu d'eux grouillait une cohue de femmes glapissantes, tout un champ de cheveux noirs et de fleurs multicolores dans une atmosphère de feu. C'étaient de pauvres filles sans foyer qui appartenaient à tous. Elles venaient là mendier des restes, pieds nus, seins nus, à peine couvertes d'une loque rouge ou bleue sur le ventre, et la plupart portant dans le bras gauche un enfant enveloppé de chiffon. Là aussi, il y avait des danseuses, 6 égyptiennes sur une estrade avec un orchestre de 3 musiciens dont les 2 premiers frappaient des tambourins de peau avec des baguettes, tandis que le 3e agitait un grand sistre d'airain sonore. « Oh, des bonbons de mixer !» dit Chrysis avec joie. Et elle en acheta pour 2 chalques à une petite fille vendeuse. Mais soudain, elle défaillit tant l'odeur de ce bouge était insoutenable, et les matelots l'emportèrent sur leurs bras. À l'air extérieur, elle se remit un peu. « Où allons-nous » supplia-t-elle. « Faisons vite, je ne puis plus marcher. Je ne vous résiste pas, vous le voyez, je suis bonne. Mais trouvons un lit le plus tôt possible, ou sinon je vais tomber dans la rue. » Bacchanale chez Bacchis. Quand elle se trouva devant la porte de Bacchis, elle était envahie de la sensation délicieuse que donnent le répit du désir et le silence de la chair. Son front s'était allégé, sa bouche s'était adoucie. Seule une douceur intermittente errait encore au creux de ses reins. Seule une douleur intermittente errait encore au creux de ses reins. Elle monta les marches et passa le seuil. Depuis que Chrysis avait quitté la salle, l'orgie s'était développée comme une flamme. D'autres amis étaient entrés pour qui les 12 danseuses nues avaient été une proie facile. 40 couronnes meurtries jonchaient de fleurs le sol. Une outre de vin de Syracuse s'était répandue dans un coin.
fleuve doré qui gagnait la table. Philodème, auprès de Faustine dont il déchirait la robe, lui récitait en chantant les vers qu'il avait fait sur elle. Ô pieds, disait-il, ô cuisses douces, reins profonds, croupe ronde, figues fendues, hanches, épaules, seins, nuque mobile, ô vous qui m'affolez, main chaude, mouvement expert, langue active. Tu es romaine, tu es trop brune, et tu ne chantes pas les vers de Sappho. Mais Persée, lui aussi, a été l'amant de l'indienne Andromède. Cependant, Céso, sur la table couchée à plat ventre au milieu des fruits écroulés, et complètement égaré par les vapeurs du vin d'Égypte, trempait le bout de son sein droit dans un sorbet à la neige et répétait avec un attendrissement comique « Bois, mon petit, tu as soif, bois, mon petit, bois, bois, bois ». Aphrodisia, encore esclave, triomphait dans un cercle d'hommes et fêtait sa dernière nuit de servitude par une débauche désordonnée. Pour obéir à la tradition de toutes les orgies alexandrines, elle s'était livrée tout d'abord à 3 amants à la fois, mais sa tâche ne se bornait pas là, et jusqu'à la fin de la nuit, selon la loi des esclaves qui devenaient courtisanes, elle devait prouver par un zèle incessant que sa nouvelle dignité n'était point usurpée. Seul, debout derrière une colonne, Nocratès et Phrasilas discutaient avec courtoisie sur la valeur respective d'Arcésilas et de Carnéade. À l'autre extrémité de la salle, Myrtocléa protégeait Rhodis contre un convive trop pressant. Dès qu'elle vit rentrer Chrysis, les 2 Éphésiennes coururent à elle. « Allons-nous-en, ma Chrysé. Théano reste, mais nous partons. »« Je reste aussi, dit la courtisane. » Et elle s'étendit à la renverse sur un grand lit couvert de roses. Un bruit de voix et de pièces jetées attira son attention. C'était Théano qui, pour parodier sa sœur, avait imaginé, au milieu des rires et des cris, de jouer par dérision la fable de Danaï, en affectant une volupté folle à chaque pièce d'or qui la pénétrait. L'impiété provocante de l'enfant couché amusait tous les convives, car on n'était plus au temps où la foudre eût exterminé les railleurs de l'immortel. Mais le jeu se dévoya, comme on pouvait le craindre. Un maladroit blessa la pauvre petite, qui se mit à pleurer bruyamment. Pour la consoler, il fallut inventer un nouveau divertissement. 2 danseuses firent glisser au milieu de la salle un vaste cratère de vermeil rempli de vin jusqu'au bord, et quelqu'un, saisissant Théano par les pieds, la fit boire. La tête en bas, secouée par un éclat de rire, qu'elle ne pouvait plus calmer. Cette idée eut un tel succès que tout le monde se rapprocha, et quand la joueuse de flûte fut remise debout, quand on vit son petit visage, enflammé par la congestion et ruisselant de gouttes de vin, une gaieté si générale gagna tous les assistants que Bacchis dit à Séléné. « Un miroir, qu'elle se voit ainsi !» L'esclave apporta un miroir de bronze. « Mais non, pas celui-là, le miroir de Rhodopis, elle en vaut la peine !» D'un seul bond, Chrysis s'était redressée. Un flot de sang lui monta aux joues, puis redescendit, et elle resta parfaitement pâle. La poitrine heurtée par des battements de cœur, les yeux fixés sur la porte par où l'esclave était sortie, cet instant décidait de toute sa vie. La dernière espérance qui lui fût restée allait s'évanouir ou se réaliser. Autour d'elle, la fête continuait. Une couronne d'iris, lancée on ne savait d'où, vint s'appliquer sur sa bouche et lui laissa aux lèvres l'âcre goût du pollen. Un homme répandit sur ses cheveux une petite fiole de parfum qui coula trop vite en lui mouillant l'épaule. Les éclaboussures d'une coupe pleine où l'on jeta une grenade tachèrent sa tunique de soie et pénétrèrent jusqu'à sa peau. Elle portait magnifiquement toutes les souillures de l'orgie. L'esclave, sortie, ne revenait pas. Chrysis gardait sa pâleur de pierre et ne bougeait pas plus qu'une déesse sculptée. La plainte rythmique et monotone d'une femme en amour, non loin de là, lui mesurait le temps écoulé. Il lui sembla que cette femme gémissait ainsi depuis la veille. Elle aurait voulu tordre quelque chose, se casser les doigts, crier. Enfin, Séléné rentra les mains vides. « Le miroir » demanda Bacchis. « Il n'est plus là, il est volé » balbutia la servante. Bacchis poussa un cri si aigu que tous se turent, et un silence effrayant suspendit
brusquement le tumulte. De tous les points de la vaste salle, hommes et femmes se rapprochèrent. Il n'y eut plus qu'un petit espace vide où se tenait Bacchis égaré devant l'esclave tombé à genoux. « Tu dis, hurla-t-elle, et comme Séléné ne répondait pas, elle la prit violemment par le cou. « C'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? C'est toi. Mais réponds donc, je te ferai parler à coups de fouet, misérable petite chienne. » Alors il se passa une chose terrible. L'enfant, effaré par la peur de souffrir, la peur de mourir, l'effroi le plus présent qu'elle eût jamais connu, dit d'une voix précipitée. « C'est Aphrodisia, c'est pas moi, ce n'est pas moi. »« Ta sœur ?» ?»« Oui, dirent les mulâtresses, c'est Aphrodisia qui l'a pris. » Et elles traînèrent à Bacchis leur sœur qui venait de s'évanouir. La crucifiée. Tout ensemble, elles répétèrent « C'est Aphrodisia qui l'a pris, chienne, pourriture, voleuse !» Leur haine pour la sœur préférée se doublait de leur crainte personnelle. Aréthia la frappa du pied dans la poitrine. « Où est-il » reprit Bacchis. « Où l'as-tu mis ?»« Elle l'a donné à son amant. »« Qui est-ce ?»« Un matelot au pic. »« Où est son navire ?»« Il est reparti ce soir pour Rome. Tu ne le reverras plus, le miroir. Il faut la crucifier, la bête sanglante. »« Ah, Dieu !» pleura Bacchis. Puis sa douleur se changea en une colère affolée. Aphrodisia était revenue à elle, mais paralysée par l'effroi et ne comprenant rien à ce qui se passait, elle restait sans voix et sans larmes. Bacchis l'empoigna par les cheveux, la traîna sur le sol souillé dans les fleurs et les flaques de vin et cria « En croix, cherchez des clous, cherchez le marteau. »« Oh non, pitié. Oh, dit Céo à sa voisine, je n'ai jamais vu cela, suivons-les. » Tous suivirent en se pressant, et Chrysis suivit elle aussi, qui seule connaissait le coupable et seule était cause de tout. Bacchis alla directement dans la chambre des esclaves, salle carrée meublée de 3 matelas où elles dormaient 2 à 2 à partir de la fin des nuits. Au fond s'élevait, comme une menace toujours présente, une croix en forme de T qui jusqu'alors n'avait pas servi. Au milieu du murmure confus des jeunes femmes et des hommes, 4 esclaves haussèrent la martyre au niveau des branches de la croix. Encore pas un son n'était sorti de sa bouche, mais quand elle sentit contre son dos nu le froid de la poutre rugueuse, ses longs yeux s'écarquillèrent, il lui prit un gémissement saccadé qui ne cessa plus jusqu'à la fin. Elles la mirent à cheval sur un piquet de bois qui était fiché au milieu du tronc et qui servait à supporter le corps pour éviter le déchirement des mains, puis on lui ouvrit les bras. Chrysis regardait et se taisait. Que pouvait-elle dire ? Elle n'aurait pu disculper l'esclave qu'en accusant Démétrios, qui était hors de toute poursuite et se serait cruellement vengée, pensait-elle. D'ailleurs, une esclave était une richesse et l'ancienne rancune de Chrysis se plaisait à constater que son ennemi allait ainsi détruire de ses propres mains une valeur de 3000 drachmes, aussi complètement que si elle eût jeté les pièces d'argent dans le noste. Et puis la vie d'un être servile valait-elle qu'on s'en occupât ? Héliope tendit à Bacchis le premier clou avec le marteau et le supplice commença. L'ivresse, le dépit, la colère, toutes les passions à la fois, même cet instinct de cruauté qui séjourne au cœur de la femme, agitait l'âme de Bacchis au moment où elle frappa. Et elle poussa un cri presque aussi perçant que celui d'Aphrodisia quand, dans la paume ouverte, le clou se tordit. Elle cloua la deuxième main, elle cloua les pieds l'un sur l'autre, puis, excitée par les sources de sang qui s'échappaient des 3 blessures, elle s'écria « Ce n'est pas assez, tiens, voleuse, truie, fille à matelot !» Elle enlevait l'une après l'autre les longues épingles de ses cheveux et les plantait avec violence dans la chair des seins, du ventre et des cuisses. Quand elle n'eut plus d'armes dans les mains, elle souffleta la malheureuse et lui cracha sur la peau. Quelque temps, elle considéra l'œuvre de sa vengeance accomplie, puis elle rentra dans la grande salle avec tous les invités. Phrasilas et Timon, seuls, ne la suivirent pas. C'est pas facile, hein. Après un instant de recueillement, Phrasilas toussa quelque peu, mit sa main droite dans sa main gauche, leva la tête, haussa les sourcils et s'approcha de la crucifiée que secouait sans interruption un tremblement épouvantable. « Bien que je sois, lui dit-il, en maintes circonstances,
opposé aux théories qui veulent se dire absolues, je ne saurais méconnaître que tu gagnerais, dans la conjoncture où tu te trouves surprise, à être familiarisé d'une façon plus sérieuse avec les maximes stoïciennes. Zénon, qui ne semble pas avoir eu en toute chose un esprit exempt d'erreur, nous a laissé quelques sophismes sans grande portée générale, mais dont tu pourrais tirer profit dans le dessein particulier de calmer tes derniers moments. La douleur, disait-il, est un mot vide de sens, puisque notre volonté surpasse les imperfections de notre corps périssable. Il est vrai que Zénon mourut à 98 ans, sans avoir eu, disent les biographes, aucune maladie, même légère, mais ce n'est pas une objection dont on puisse arguer contre lui, car du fait qu'il sût garder une santé inaltérable, nous ne pouvons conclure logiquement qu'il eût manqué de caractère s'il se fût trouvé malade. D'ailleurs, ce serait un abus que d'astreindre les philosophes à pratiquer personnellement les règles de vie qu'ils proposent et à cultiver sans répit les vertus qu'ils jugent supérieures. Bref, et pour ne pas développer outre mesure un discours qui risquerait de durer plus que toi-même, efforce-toi d'élever ton âme, autant qu'il est en elle, ma chère, au-dessus de tes souffrances physiques. Quelque tristes, quelque cruelles que tu les puisses ressentir, je te prie d'être persuadé que j'y prends une part véritable. Elles touchent à leur fin. Prends patience, oublie. Entre les diverses doctrines qui nous attribuent l'immortalité, voici l'heure où tu peux choisir celle qui endormira le mieux ton regret de disparaître. Si elles disent vrai, tu auras éclairé même les affres du passage. Si elles mentent, que t'importe, tu ne sauras jamais que tu t'es trompé. Ayant ainsi parlé, Phrasilas rajusta le pli de son vêtement sur l'épaule et s'esquiva d'un pas troublé. Timon resta seul dans la chambre avec l'agonisante en croix. Le souvenir d'une nuit passée sur les seins de cette malheureuse ne quittait plus sa mémoire. Mêlé à l'idée atroce de la pourriture imminente où allait fondre ce beau corps qui avait brûlé dans ses bras. Il pressait la main sur ses yeux pour ne pas voir la suppliciée, mais sans relâche il entendait le tremblement du corps sur la croix. À la fin, il regarda. De grands réseaux de filets sanglants s'entrecroisaient sur la peau depuis les épingles de la poitrine jusqu'aux orteils recroquevillés. La tête tournait perpétuellement. Toute la chevelure pendait du côté gauche, mouillée de sang, de sueur et de parfum. Aphrodisia, m'entends-tu? Me reconnais-tu? C'est moi, Timon, Timon. Un regard, presque aveugle déjà, l'atteignit pour un instant. Mais la tête tournait toujours, le corps ne cessait pas de trembler. Doucement, comme s'il craignait que le bruit de ses pas lui fît mal, le jeune homme s'avança jusqu'au pied de la croix. Il tendit les bras en avant, il prit avec précaution la tête sans force et tournoyante entre ses deux mains fraternelles, écarta pieusement le long des joues les cheveux collés par les larmes et posa sur les lèvres chaudes un baiser d'une tendresse infinie. Aphrodisia ferma les yeux. Reconnut-elle celui qui venait enchanter son horrible fin par ce mouvement de pitié aimante? Un sourire inexprimable allongea ses paupières bleues, et dans un soupir, elle rendit l'esprit. Voilà, je continuerai Aphrodite de Pierre Louis la prochaine fois. C'est quand même dur ce livre. Moi je suis peut-être trop sensible. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. À la prochaine.